Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être là pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la présidente LR de la région Île-de-France. Ce drame, à nouveau, hier matin, contrôle à l'entrée d'un collège en Haute-Marne et Mélanie, surveillante, poignardée à 5 reprises par un jeune de 14 ans. Vous avez immédiatement dit sur les réseaux sociaux, je vous cite, il faut une réponse d'une extrême fermeté. Le préfet de police de Paris ce matin dit, il faut un choc d'autorité. Emmanuel Macron hier soir dit, nous ne voulons pas de ça en France. Le Premier ministre dit, c'est une épidémie. On fait quoi? Écoutez, ça fait des années que j'alerte sur l'urgence éducative. Ça fait des années que j'alerte sur les méfaits du pas de vague à l'école. Aujourd'hui, il faut, je pense que la tragédie de Mélanie, et j'ai vraiment une pensée pour elle, pour tous ses collègues, pour toute la communauté éducative de nos gens et pour sa famille, parce que c'est sans doute la tragédie de trop et peut-être la tragédie de la prise de conscience. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut reprendre le contrôle face à ces violences. Vous savez, ma région, la région Île-de-France, c'est 84% des rixes de bande en France. 84%. Mais ce que montre le drame de nos gens, c'est qu'aujourd'hui, plus aucun territoire n'est épargné par cette montée de la violence. Et depuis la rentrée scolaire, les faits sont là. Les brigades régionales de sécurité que j'ai dû créer pour faire la sécurité des lycées ont fait 1400 interventions en Île-de-France. 1400 interventions pour ramener le calme dans des lycées. 1400 interventions, ça veut dire 500 en urgence absolue. Ça veut dire que dans ces lycées-là, ils ont appelé en urgence. Ils ont appelé en urgence des brigades de 5 personnes, avec toujours une femme à l'intérieur de la brigade, pour venir ramener le calme et la sérénité, parce qu'il y a eu des intrusions, parce qu'il y a eu des rixes, parce qu'il y a eu des bagarres, parce qu'il y a eu de la violence vis-à-vis des équipes pédagogiques. Voilà la réalité. Et moi, je me rends toutes les semaines au contact des jeunes, toutes les semaines dans un lycée, toutes les semaines je parle aux collégiens. Je vois des jeunes pour comprendre et pour faire la pédagogie de la non-violence. Et aujourd'hui, cette pédagogie, ça ne suffit plus. Il faut enfin arrêter de tourner autour du pot. Le sujet, c'est la sanction. La sanction maintenant, la sanction éducative, la sanction réelle et la responsabilisation des familles. Ça passe par quoi? C'est-à-dire que concrètement, quand vous dites, voilà, moi j'ai mis en place ces brigades, elles viennent, elles sont appelées, elles arrivent, elles font quoi? Et si elles constatent effectivement là, par exemple, on nous parle de près de 200 couteaux qui ont été pris dans les sacs des jeunes depuis plusieurs semaines, depuis que les contrôles existent. Si on trouve un couteau, est-ce que le jeune est sanctionné? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce que le réel, est-ce que après les annonces, il y a vraiment des choses qui se passent? C'est la question qu'on se pose de plus en plus. Le sujet, c'est que tout ça ne donne lieu à aucune sanction. Moi, je vais vous dire, si vous vous promenez avec une trottinette dans le métro, c'est 150 € d'amende. Voilà. C'est officiellement interdit. C'est interdit et la loi est respectée. Les contrôleurs la font respecter. Aujourd'hui, dans les lycées, si vous arrivez avec une arme, vous devez avoir une amende pénale. Une amende pénale automatique. On fixe le montant. Mettons 100 €, 150 €. Mais c'est déjà le cas. Ça doit être prélevé Mais immédiatement. C'est déjà le cas. Le port d'un couteau sans motif légitime, c'est puni par la loi et ça peut aller jusqu'à 1 an de prison. Personne ne fait 1 an de prison pour un port de couteau. Mais c'est parce que les sanctions ne sont pas adaptées. Une bonne sanction, c'est une sanction efficace, c'est une sanction immédiate et c'est une sanction qui est appliquée. C'est pour ça qu'on a fait des amendes pénales. Les amendes pénales, c'est immédiatement, on prélève sur les allocations familiales des parents ou on leur demande de payer immédiatement 150 €. De la même façon, les insultes aux professeurs. Aujourd'hui, on insulte des professeurs en primaire. Est-ce que c'est normal qu'on insulte des personnes qui ont autorité? Moi, je pense que toutes les personnes qui ont autorité, qui se font insulter, c'est amende pénale immédiate, et là encore, avec responsabilisation des familles. Est-ce qu'elles sont payées? Elles seront payées si elles sont prélevées sur les allocations familiales. Je rappelle que quand on a des enfants, on a des allocations familiales pour les élever. Voilà. Donc, pour les éduquer. Les parents sont des co-éducateurs de leurs enfants. Au fond, vous dites il faut qu'on rappelle ça. Sanction immédiate, efficace, pas 1 an de prison qu'on fera jamais, mais 150 € qu'on paye tout de suite. Et c'est les parents prélevés à la source. Prélevés à la source, et c'est les parents. Ça, c'est pour les actes mineurs. Mais évidemment, les actes mineurs entraînent des drames potentiellement majeurs. On l'a vu avec cet adolescent de 14 ans qui a paniqué. Comment a-t-il pu
Comment a-t-il pu, dans un contrôle de gendarmerie, poignarder une enseignante? On n'a pas encore tout à fait les détails sur effectivement ce qui a provoqué le passage à l'acte. Vous dites paniquer, mais c'est vrai qu'il y a 5 coups de couteau mortels. Oui, mais dans un contrôle des sacs avec de la gendarmerie. Avec la gendarmerie qui est à quelques mètres. Mais c'est un acte totalement irrationnel. Voilà, totalement irrationnel. Et c'est une tragédie absurde. Donc le sujet aujourd'hui, c'est des sanctions immédiates pour les petits actes, tout de suite et immédiatement. Et ensuite, pour les actes plus graves, et ça aussi c'est important, il faut, me semble-t-il, qu'on solennise le conseil de discipline. Le conseil de discipline, pour moi, alors je sais que ça va faire grincer les dents, ça ne doit pas rester au sein de l'école. Le conseil de discipline, pour moi, ça doit être en mairie, avec le maire. Et par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on réactive. Vous savez qu'il y avait une obligation, il y a quelques années, d'avoir un conseil des droits et des devoirs des familles dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Conseil des droits et devoirs des familles réunis par le maire. Eh bien, moi, je propose que les conseils de discipline aient lieu en mairie, avec le chef d'établissement et le maire. Et que, du coup, on prenne la famille dans sa globalité avec ce conseil des droits et des devoirs des familles qui pourrait se réunir ensuite pour voir pourquoi il y a cette dérive du jeune et de sa violence, de l'élève et de sa violence. Par ailleurs, je pense que les élèves qui sont exclus définitivement d'un établissement, il faut arrêter de les réinscrire. C'est ça le drame de l'école, c'est qu'on exclut définitivement des élèves ultra-violents. On les exclut. C'est quand même une sanction énorme. Eh bien, la loi oblige à les réinscrire dans un autre établissement. Et vous savez ce que disent les proviseurs ? Encore hier, un proviseur me disait ça. Il me disait, on préfère presque les reprendre chez nous. Parce qu'il vaut mieux un psychopathe connu qu'un psychopathe inconnu. Et si on l'envoie dans un autre établissement, on en aura un autre. On en aura un autre qui arrivera d'un autre établissement qu'on ne connaîtra pas. Mais vous vous rendez compte si on ce que c'est la difficulté d'un chef d'établissement? On en fait quoi? On fait des classes chez eux. On fait ce que j'avais proposé il y a des années. On fait des classes de réinsertion scolaire pour des enfants extrêmement violents. Ces enfants extrêmement violents on ne les mélange plus avec les autres enfants. N'ont pas leur place dans des classes normales. L'adolescent qui a poignardé Mélanie, il avait, paraît-il, essayé d'étrangler une élève de 6e. Voilà. Alors, est-ce qu'on garde un enfant qui, paraît-il, a commis des actes de violence sur un de ses camarades? Il avait été déjà sanctionné en conseil de discipline. Alors, je n'ai pas cette information. Ce que j'ai, évidemment, c'est le fait qu'il avait été sanctionné 2 fois au début de l'année, que depuis, officiellement, il ne présentait plus, soi-disant, ou en tout cas, il n'inquiétait plus. En revanche, cette information sur le fait qu'il ait tenté vraiment d'étrangler une enfant de 6e. Avez-vous cette information? Cette information, je l'ai par le biais de sources qui sont éducatives. Elle n'est peut-être pas totalement vérifiée, mais moi, elle m'a été donnée comme certaine. Mais en tout cas, si cet adolescent avait commis des actes de violence, s'il avait fait l'objet de 2 sanctions disciplinaires... Ça, c'est sûr, il a fait l'objet de 2 sanctions disciplinaires. Ça méritait certainement un suivi très soutenu. Mais mettons qu'on n'ait pas les moyens d'éviter le drame de Mélanie. Je ne dis pas que j'ai la solution à tous les drames et qu'on pouvait éviter Mélanie. Mais en revanche, le sujet des poly-exclus est un sujet qui pourrit la vie de tous les établissements scolaires. Et il faut y mettre fin. C'est une lâcheté collective. On ne peut pas réinscrire des élèves qui ont commis des actes qui ont amené à leur exclusion définitive d'un lycée ou d'un collège dans un autre établissement, comme si de rien n'était. Voilà, ça n'est pas possible. Et par ailleurs, je pense qu'il faut désormais protéger les professeurs et les membres de la communauté éducative. Je pense que l'État devrait financer tous les ans, payer tous les ans, une assurance professionnelle aux professeurs. De façon à ce que quand un professeur est victime de violence, il est automatiquement de quoi payer ses frais d'avocat. Alors normalement, c'est aussi le cas notamment des fonctionnaires dans les lycées publics. L'État se porte garant de leur démarche juridique. Ça s'appelle la protection fonctionnelle. Voilà. La hausse de la protection fonctionnelle, elle est à 2 chiffres des demandes. Je crois on est de l'ordre de plus 29% cette année de demandes de protection fonctionnelle dans l'éducation nationale. Le problème, c'est qu'une demande de protection fonctionnelle, ça prend du temps. L'éducation nationale est une machine bureaucratique. Je ne sais pas si vous avez vu le magnifique film Pas de vague,
avec François Civil, ce magnifique film qui montre la réalité de ce que c'est qu'un enseignant qui est lui-même victime et qui n'arrive pas à décider son administration à lui donner sa protection fonctionnelle. Donc moi, je crois qu'il faut que les enseignants victimes de violences aient une assurance professionnelle et qu'ils puissent porter plainte. Il faut que le harcèlement change de camp. Et j'ajoute que les parents participent aussi. Comment vous vous responsabilisez davantage les parents au climat d'agressivité vis-à-vis des enseignants? Vous voulez dire qu'il y a de plus en plus de parents qui viennent intimider les professeurs? Absolument. Dans ma génération, et malheureusement, c'est une génération qui n'est plus d'une première jeunesse, dans ma génération, eh bien, quand un professeur punissait un élève, les parents, en général, doublaient la sanction parce qu'ils considéraient que c'était infamant que son enfant soit puni. Aujourd'hui, on a des parents qui osent venir critiquer la sanction des professeurs. Eh bien, je le dis, pareil, si un parent insulte un professeur, amende pénale et récupéré avec prélèvement à la source. Avec une prélèvement à la source. Avec prélèvement à la source, on n'insulte pas son prof. Voilà. Et on protège les professeurs avec cette protection fonctionnelle qui leur permet de se défendre. Voilà. Valérie Pécresse, interdiction des ventes des couteaux aux mineurs de manière immédiate, interdiction des réseaux sociaux véritablement avant 15 ans, portique de sécurité. Voilà 3 des mesures qui ont été proposées hier par François Bayrou et Emmanuel Macron. Est-ce que vous soutenez ces 3 propositions ? Alors les 3 ne méritent pas forcément la même réponse, mais il faut faire attention. Vous savez, quand on a un fait divers, c'est en général le concours Lépine de la fausse bonne solution. Alors, je vais les prendre une par une. L'interdiction de vente des couteaux aux mineurs. J'espère bien. C'est déjà le cas, normalement. Mais vous comprenez bien que ça va être d'une inefficacité totale, puisqu'il suffit qu'ils piquent dans la cuisine de leur mère un couteau de cuisine. D'abord. Ensuite, je rappelle que les élèves viennent au lycée avec des cutters, des compas, des équerres, des règles, des ciseaux. Donc, s'ils veulent des armes par destination, ils les ont dans leur trousse. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc ça ne suffira pas. On n'échappe pas à la sanction. On n'échappera pas à la sanction. On est une société qui a peur du mot sanction, pour vous, qui ne comprend pas. La seule solution, c'est la sanction et la sanction appliquée, la sanction réelle. C'est pas la seule réponse. Mais c'est la seule réponse qu'on n'a pas essayée. Nous, en Ile-de-France, nous finançons chaque année, là, on vient de faire le 2e appel à projet, 450 000 € d'actions de prévention avec des associations, les mamans combattantes, les papas debout, des associations de parents dont les enfants ont été victimes de rixes, des enfants morts à 16 ans parce qu'ils se sont battus, ou des enfants devenus assassins à 15 ans parce qu'ils se sont battus. Et ces parents viennent dans les écoles pour faire de la prévention, pour dire non à la violence. On fait la même chose avec les clubs sportifs. On a réuni tous les dirigeants des ligues d'Île-de-France pour dire dans les clubs de sport collectif, dans les clubs de sport de combat, faites l'apologie de la non-violence. J'ai même recruté auprès de moi Jean-Marc Mormec, champion du monde de boxe, pour aller dans les quartiers avec une agence dédiée pour dire aux jeunes la violence est sûre de rire, c'est pas dans la vie, le vrai fort n'utilise pas la violence. Donc l'éducation, bien pédagogie, sûr, sanction. Par ailleurs, nous avons fait aussi autre chose. Nous avons fait de la sécurité périmétrique pour les établissements. Ça a l'air idiot. Il faut aussi sécuriser les établissements scolaires. Je vous ai parlé des brigades régionales de sécurité, mais on a mis aussi des caméras, on a mis aussi des sas d'entrée pour éviter les intrusions, parce qu'on avait aussi des intrusions avec des voitures béliers dans les établissements. On a tout eu, nous, en Ile-de-France. Donc oui, il faut faire plein de choses. Mais la seule chose qu'on n'a pas essayé aujourd'hui, c'est la sanction. Je reviens sur les portiques. Parce que maintenant, alors, la nouvelle bonne idée, c'est les portiques. Moi, j'ai jamais été fermé à aucune solution. Je fais ce que la communauté éducative me demande en matière de sécurité. J'ai réuni tous les proviseurs il y a quelques semaines pour parler justement de cette montée des violences inquiétantes. Je leur ai dit, quid des portiques ? Nous sommes tous tombés d'accord sur l'idée que ça allait provoquer un chaos à l'entrée de l'établissement et que ça ne réglerait aucun problème, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je vous l'ai dit, dans les trousses, il y a des compas, des équerres. Hein. Ensuite, les couteaux en céramique ne passeront pas le portique, ne feront pas sonner le portique. En revanche, les portables, les ceintures, tout ça fera sonner les portiques. Donc les portiques, ça ne marchera pas. Le portique hier n'aurait pas sauvé Mélanie. Non plus. Le portique n'aurait pas sauvé Mélanie. Encore une fois, on est avant
l'entrée de l'établissement et les gendarmes sont là. Moi, je pense, en revanche... c'est ce qui est le plus vertigineux. Les gendarmes sont à quelques mètres de ce qu'il se passe hier. Le contrôle des sacs, qui est la dernière proposition qui avait été mise en place et qui avait été annoncée d'ailleurs ici même par Elisabeth, était mise en place, en l'occurrence dans ce collège. Donc, et la présence humaine était là. Parce que le sujet, c'est que les contrôles-sacs nécessitent une présence humaine renforcée. Donc tout était rempli, les conditions étaient remplies pour que ça se passe bien. Donc c'est pas toujours les solutions. Donc le portique, ça ne marchera pas. Les couteaux, c'est déjà fait, mais ça ne suffira pas. Les réseaux sociaux ? Alors les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. De même que la question de la santé mentale des jeunes. Et on le voit aujourd'hui, depuis le Covid et depuis le confinement, on a des jeunes qui se sont surinvestis sur les réseaux sociaux. C'est devenu un lieu qui les incite à la violence, c'est devenu un lieu d'enfermement et ça leur lave le cerveau. Donc nous, en Ile-de-France, nous avons mis en place une expérimentation zéro portable en cours. Et j'ai plus de 100 lycées qui ont déjà demandé à faire partie de cette expérimentation. Je souhaite qu'elle soit généralisée. Avant l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui sera très difficile et qui va susciter plein de débats politiques, on peut faire quelque chose de très simple. C'est dire zéro portable en cours. Nous, on laisse tous nos portables à l'entrée de l'établissement et on les récupère à la fin. Parce que c'est vrai que les portables ont un effet très délétère, c'est qu'en fait, ils amplifient les phénomènes de bande et de harcèlement et ils facilitent les rixes de bande, qui sont un fléau absolu. Valérie Pécresse, je voudrais que vous écoutiez les mots de Stéphanie, la maman d'Elias, qui était à ce micro hier matin sur précisément aussi la question du profil de certains jeunes, ceux notamment qui sont suspectés d'avoir tué son fils. C'est pas un gros mot de dire barbare, c'est une définition. Les mots ont un sens. Sortir pour tous les vendredis soirs, décider de voler des jeunes armés d'une machette et d'une hachette, c'est des barbares. Comment vous réagissez à ça ? Est-ce que vous estimez, comme elle, qu'il faut dire le mot barbare ? Mais moi, j'ai dit le mot barbare il y a des années. J'ai dit les nouveaux barbares. Qu'est-ce que c'est qu'un barbare ? Un barbare, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la civilisation. C'est quelqu'un qui saccage, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles et qui les bafoue en permanence et qui utilise la violence comme seul moyen d'expression. Donc le mot est parfaitement approprié, comme il était approprié pour parler des saccages samedi soir dans Paris. Ça s'appelle de la barbarie. Maintenant, si on veut reciviliser, il faut admettre qu'il faudra de la prévention, il faudra de la sécurisation, il faudra de la présence humaine, il faut aussi des sanctions. Et des sanctions efficaces, pas des sanctions de 75 ans de prison qu'on prononcera jamais, des sanctions efficaces. On dit souvent que les juges ne prennent pas les bonnes décisions. Mais est-ce que la loi leur donne les bons moyens de les prendre? Est-ce que les proviseurs et les chefs d'établissement ont les bons outils? Quand ils voient revenir un poly-exclu dans leur établissement, est-ce qu'ils n'ont pas le sentiment de labourer la mère? Labourer la mère. Valérie Pécresse, encore deux questions. L'une sur l'affiche pour la marche des fiertés, une affiche sur laquelle il y a des signes religieux, une femme avec un voile, il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel, il y a un simulacre de pendaison, un drapeau palestinien. Est-ce que tout cela avait sa place? Vous avez estimé qu'il faudrait retirer les subventions de la région. Est-ce que vous l'avez fait? Et quelles seront les conséquences concrètes? Alors d'abord, il y a une règle. La région n'est pas un distributeur de billets. Voilà, où on appuie sur un bouton et il y a du cash qui sort. La région, elle a un droit de regard sur tous les outils de communication des associations qu'elle subventionne. Mais qui a validé cette affiche? Personne. On ne nous l'a pas fait valider, ce qui est contraire à toutes les règles de subventionnement de la région. Donc quand la région verse une subvention, elle doit être respectée, elle est partenaire. Elle est partenaire. Elle est déjà versée, cette subvention? Non, elle n'est pas versée, elle ne le sera pas. Et donc, je vous dis, le sujet, c'est que nous avons des règles. Nous ne sommes pas une cash machine. Donc, ils nous ont pas montré cette affiche. Je l'ai découverte dans une réunion que je faisais justement avec les associations sur la question de la lutte contre l'homophobie. Donc toutes les associations étaient autour de moi et certaines associations m'ont dit c'est un scandale. Donc les associations elles-mêmes des associations qui ont dénoncé l'affiche. Et qu'est-ce qu'elles ont dénoncé? Et qu'est-ce qui m'a choqué? C'est ce simulacre de pendaison d'un homme, vraisemblablement un homme blanc, pendu par sa cravate et qui a l'air d'être mort. Alors, les associations me disent non, il n'est pas mort, il est juste en chaos technique. Mais écoutez, le sujet, c'est pas ce qu'ils voient eux, c'est ce que le public va voir. Il va voir qu'on doit répondre à la violence par la violence. Eh bien, c'est un message que la région ne véhiculera pas. Et on ne le véhiculera d'autant moins après ce qui s'est passé samedi dans Paris, après ce qui s'est passé hier à Nogent.
tous ceux qui prônent la violence pour répondre à n'importe quelle situation ne seront pas subventionnés par la région Île-de-France. Je leur ai dit que cette affiche ne serait pas cautionnée, ils la maintiennent, eh bien la subvention ne sera pas versée. C'est les règles que nous avons édictées de subventionnement de la région. Valérie Pécresse, le Parc des Princes peut être fini pour un autre stade pour le PSG. Est-ce qu'ils ont votre soutien ? Le sujet, c'est que, évidemment, on aimerait tous que le parc, tous les vrais supporters, on aimerait tous que le Parc des Princes reste l'écrin du PSG. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aujourd'hui une situation totale d'impasse entre la ville de Paris et le club. Et on ne peut plus avoir une enceinte de 48 000 personnes pour accueillir un champion de la Ligue des Champions. Ça n'est plus possible. On prive près de 30 000 spectateurs d'aller au match, à chaque grand match. Et par ailleurs, vous savez qu'il y a des règles de fair play financier aujourd'hui dans le foot qui font que les clubs doivent, avec leurs propres ressources, financer leur recrutement. Donc si un club a un stade de 80 000 places qu'il remplit, il a des ressources supplémentaires. Donc c'est placer le PSG dans une situation d'infériorité par rapport à tous ses concurrents pour le recrutement de ses joueurs. Ça n'est pas acceptable à terme. Ils ne peuvent pas le supporter à terme. Vous accompagnerez donc cette démarche ? Donc moi, nous avons un très grand club. Nous en avons d'autres qui rentrent en première division. Donc voilà, un autre qui rentre en première division, j'en suis très fière. Mais le PSG est notre grand club. Il a un rôle très important dans la cohésion de la région. Et donc, j'aiderai le club. D'autant plus que les 2 sites qui ont été retenus par le PSG ont un très bel avantage, c'est qu'ils cochent la case environnementale. Massy et Passy, merci beaucoup. Massy et Poissy, parce qu'il n'y aura pas d'artificialisation des zones naturelles. Merci Valérie Pécresse d'avoir répondu à mes questions ce matin. Présidente de la région Île-de-France, il est 8h53.